hygiéniste naturothérapeute, je suis conférencier, je suis formateur, j'ai un centre de santé à Abidjan, Cocody Riviera 2. Depuis 45 ans, j'exerce la profession d'hygiéniste naturothérapeute. Des personnes m'ont posé des questions de savoir comment soigner une gastrite et une œsophagite. Il faut dire ce que cachent ces mots. Une gastrite, dans le mot gastrite, il y a gastro, l'estomac. Donc, une gastrite, c'est l'inflammation de l'estomac. C'est du moins ce que les analyses vont nous faire ressortir. Et une œsophagite, évidemment, c'est l'inflammation de l'œsophage. C'est le tuyau qui part de la bouche pour descendre dans l'estomac. Si vous avez une inflammation, c'est qu'il y a des erreurs qui se sont greffées depuis un certain nombre de temps. Et ces erreurs-là n'ont pas été corrigées correctement. Donc la personne vit tous les jours avec ces mots et elle finit par se dire qu'elle ne peut pas avoir de solution. Or, dans la nature, il y a plusieurs solutions. La première chose déjà, pour apaiser, pour calmer la gastrite, c'est de prendre tous les matins, tous les midis, tous les soirs, un jus de carotte, plus un jus de concombre, plus un chou, plus une pomme de terre. Ça veut dire quoi? La personne va prendre un chou qui soit blanc, qui soit vert, qui soit rouge. Elle va prendre un chou, elle va écraser ce chou, soit dans un mortier avec un pilon, soit dans un mixeur, ou même dans un extracteur de jus, un centrifugeur. Donc elle mettra un chou, une pomme de terre, 3 carottes et 3 concombres. Elle va sortir peut-être l'équivalent de 3 verres de jus. Si elle les a mis dans un mortier avec un pilon, elle versera dessus 3 verres d'eau minérale. Elle va mélanger, elle va presser, et puis elle va boire un verre le matin, ou bien un verre à midi, un verre à midi avant le repas, un verre à 16h et puis un verre à 19h. Si elle peut faire 4 verres, elle n'aura qu'à augmenter les doses. Un chou toujours, un chou assez moyen, 4 carottes, 4 concombres, puis 2 pommes de terre. À partir de ce moment-là, elle pourra atteindre 4 à 5 verres. Elle va répartir ces 4 verres ou ces 5 verres. Ces 5 verres, un verre le matin au réveil, 1 heure après, des fruits comme petit déjeuner, des fruits doux, des pommes, des raisins, des poires, des bananes, des fruits doux. Et puis elle pourra remettre un autre verre vers 11h, un troisième verre vers 16h ou 17h, puis un quatrième verre vers 19h. Cela, si c'est répété correctement, va permettre rapidement de réduire les inflammations et d'amener donc ces parties-là à se restructurer, à se réorganiser. Donc tout ce qui est inflammation va disparaître. À 13h et puis à 19h, après le jus de légumes, ces personnes pourront manger des protéines végétales. Les protéines végétales, on s'entend champignons, on s'entend lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, petits pois, ou aussi soja. Chacun trouvera cette kyrielle de protéines végétales ce qui lui convient. Si on peut mettre momentanément de côté la viande, les œufs, le poisson, même ne serait-ce que sur un mois, ce n'est pas mauvais. Cette personne qui souffre de l'inflammation de l'estomac et de l'œsophage ajoutera un peu de farineux ou de féculent, à savoir du riz, de la pomme de terre bouillie, de la patate douce bouillie, du quinoa, excusez-moi, du sarrasin. Et elle supprimera de son alimentation pendant au moins un mois, elle supprimera le mélange café au lait. Parce que le lait de vache, lui-même déjà pose problème pour l'excitation de beaucoup de personnes, comme l'excellence nous a montré. Et si on mélange au café, ça peut créer encore d'autres désagréments. Donc il serait plus simple d'utiliser séparément le lait du café, le lait du cacao et le lait du thé. Pour les séparer. Et commencer par tendre vers des laits végétaux. Le soja de bonne qualité, le souchet de bonne qualité, l'amande de bonne qualité, les noisettes de bonne qualité, les arachides crus en jus, ça se passe bien. Et puis les noix de coco écrasées en jus, ça se passe bien. Tout ça, c'est des laits végétaux qui sont 100% physiologiques et qui vont poser moins de problèmes à celui qui a ces problèmes-là. Ensuite, on m'a demandé aussi, est-ce qu'il était bon, par exemple, ou même sécuritaire, de se détoxifier alors qu'on a son foie qui est encrassé et que la personne là prend plusieurs médicaments et des hormones. Mon point de vue est ça. Notre approche ne va pas à l'encontre
d'un médicament qui est utilisé déjà par une personne qui souffre du foie. Non, pas du tout. Notre principe, c'est d'amener le corps à se reminéraliser, à s'alcaliniser, à éviter qu'il y ait trop d'acidité. Si on acidifie trop le corps, l'estomac s'acidifie, et puis cela va se répercuter sur le sang aussi. Et finalement, le corps va provoquer d'autres réactions que peut-être la personne pourrait ne pas maîtriser. Mais dans notre approche de la chose, on peut effectuer des détoxifications par palier. On prendra 2 ou 3 jours par semaine pour ne manger que des fruits et des légumes crus, en buvant à propos suffisamment d'eau, de bonne qualité, et puis on revient à son programme alimentaire de fruits au petit déjeuner, de légumes crus, soit sous forme de jus, avant de manger d'aliments cuits, en évitant de prendre au même repas 2 protéines animales, viande de poisson par exemple, ou viande de œuf, en évitant de manger au même repas du riz et en même temps de la semoule de manioc, du riz avec du couscous ou du riz avec du sarrasin. C'est soit l'un, soit l'autre, soit l'un, soit l'autre. Il faut rentrer dans cette démarche-là pour bien comprendre que si le passage de l'aliment depuis la bouche jusqu'à la partie anale ne laisse pas beaucoup de déchets dans le sang, c'est un progrès, c'est une réussite, le corps souffrira moins. Voilà en substance ce qu'on peut dire. Et puis la personne peut boire par exemple un verre d'eau de bonne qualité pendant toutes les heures. Cela permet lentement de détoxifier le corps. Et même cette personne peut ajouter quoi? Quelques gouttes de jus de citron, quelques gouttes seulement juste. Et même si c'est 2-3 gouttes, ça aura aussi son effet sur l'ensemble du corps pour la détoxification. On nous a posé aussi la question de savoir si il y a des choses contre, je crois, un insecte qui s'appelle le chikungunya, si ma mémoire est bonne. Oui, il faut manger sainement, manger de bons fruits, il faut manger de bons légumes, puis se frotter le corps avec des huiles essentielles qui sont connues pour être antitoxiques, qui sont connues pour être antivirus, qui sont connues pour être antivirus, pour être anti-inflammatoire, pour être contre un organisme qui va être agressé par un insecte ou bien un microbe. Il y a des huiles essentielles qui sont bonnes pour la peau. On peut faire un mélange, par exemple, tous les jours, de 3 grosses cuillères d'huile d'olive, ou de 3 grosses cuillères d'huile de tournesol, ou de 3 grosses cuillères d'huile de colza, ou même de 3 grosses cuillères d'huile de sésame. Et on va jeter donc dans ces 3 grosses cuillères, par exemple, 10 gouttes d'huile essentielle de girofle, 10 gouttes d'huile essentielle de géranium, 10 gouttes d'huile essentielle de thym à thymol, 10 gouttes d'huile essentielle de lavande, 10 gouttes d'huile essentielle de cannelle, 10 gouttes d'huile essentielle de origan. Ces mélanges d'huile essentielle qui seront bien dosés parce que 10 gouttes, c'est pratiquement rien. Dans 3 grosses cuillères, ça fait 3 gouttes dans chaque cuillère. On ne sentira pas trop leurs effets, mais ils agiront en profondeur. Et celui qui va utiliser, ou la personne qui va utiliser ces huiles essentielles, va se frictionner tous les jours, de la tête aux pieds, matin, midi, soir, tous les jours. Et cela est une garantie à 100% de réussite pour rétablir les fonctions. On nous a aussi posé la question de savoir s'il y avait une différence entre l'hygiénisme et la naturopathie. Un hygiéniste, c'est une personne qui enseigne l'hygiène de vie, qui enseigne l'hygiène vestimentaire, qui enseigne l'hygiène alimentaire, qui enseigne l'hygiène de base, les bases du comportement. Donc c'est cela, apprendre aux gens à être en bonne santé par une réforme de vie, par le sommeil, par la bonne alimentation, par le repos physique et mental, par la marche, l'exercice physique doux. Ce sont des principes. Pour respecter cela, pour qu'on obtienne de bons résultats. Le naturopathe, comme son nom l'indique, il va utiliser aussi l'hygiène de vie, l'hygiène de base, les bases du comportement, mais il va proposer des plantes, il va proposer des essences de plantes, il va proposer la respiration, il va proposer des bains, il va proposer plein de choses naturelles qui feront du bien à celui et à celle qui fera recours à lui. Il n'y a pas de trop grande différence, c'est juste des principes. Voilà. Mais tout ça va ensemble parce qu'un naturopathe est toujours un hygiéniste en formation. Voilà ce qu'on peut dire rapidement sur toutes ces choses qui ont été posées de manière un peu rapide. Alors, on nous a aussi posé la question de l'endométriose. Là, c'est une maladie qui fatigue aujourd'hui les femmes du XXIe siècle. Ça touche de manière spécifique l'utérus de la femme. Et ce qui a été expérimenté, ce qui a été vu, c'est qu'à l'approche des règles, la femme a des douleurs pas possibles. L'endomètre, c'est l'intérieur de l'utérus qui change complètement. Et les douleurs périnatales de l'utérus peuvent aller jusqu'à même dans la région du cœur, un peu partout. Selon la croix, ce qui a été dit sur l'endométriose. Et donc, les douleurs qui irradient un peu partout mettent la femme mal à l'aise pendant de nombreux jours. Pour y remédier, il faut que la femme supprime les aliments pro-inflammatoires. Il faut qu'elle supprime le lait de vache. Il faut qu'elle supprime le yaourt. Il faut qu'elle supprime le sucre blanc. Il faut qu'elle supprime le sel blanc. Il faut qu'elle supprime les gâteaux qui contiennent évidemment des farines, du sucre et puis du lait. Il faut
faut qu'elle supprime les flancs. Il faut supprimer les aliments pro-inflammatoires, la friture de viande, friture de pommes de terre, friture de poisson. Il faut supprimer tout aliment qui a été surchauffé, réchauffé, surcuit. C'est à ce prix-là qu'on commencera à avoir une lueur à l'horizon. Et il y a bien entendu des huiles essentielles qui pourraient être utilisées sur tout le ventre. Des huiles essentielles d'eucalyptus citronné, des huiles essentielles de menthe poivrée, toujours dosées dans des huiles végétales, des huiles essentielles de girofle qui pourraient être utilisées, et etc., etc. Donc, il faut montrer que la naturothérapie peut régler ces choses-là, pourvu qu'on donne l'occasion aux praticiens de mettre en application toutes ces lois naturelles et tous ces facteurs naturels de santé. L'eau pure, l'air pur, l'alimentation saine, l'équilibre émotionnel, etc., etc. Il y a des personnes qui se plaignent de douleurs au cou, ce qu'on appelle les douleurs cervicales. C'est lié à toute l'hygiène de vie, à toute l'hygiène du comportement, à tout ce que la personne fait de la journée. Et aussi à l'hygiène alimentaire qui, forcément, n'est pas toujours bonne. Il faut réformer en apportant plus de fruits dans l'alimentation, en laissant tomber ces aliments de remplissage. Quand on prend une bouillie, qu'on met du sucre blanc dedans, ce sont des aliments de remplissage. Ça ne nourrit pas son homme, ça remplit, ça ne nourrit pas son homme. Et quand on prend de la friture de banane, plantain, la friture d'igname, la friture de pomme de terre, il faut toujours qu'il y ait suffisamment d'antioxydants. Il faut qu'il y ait des oignons, il faut qu'il y ait la tomate, il faut qu'il y ait les carottes, il faut que de l'ail, il faut qu'il y ait plein d'antioxydants qui vont contrebalancer un peu ces faiseurs de douleur. Voilà. Tout ce qui est friture est considéré comme un aliment biocide, c'est-à-dire qui tue la vie. Il faut rechercher des aliments biogéniques qui entretiennent la vie. C'est tous les fruits, c'est tous les légumes et tous les germes. Germes de blé, germes de sésame, germes de cajou, tout ce qui est germes. Germes de riz, germes de soja. Ça, c'est des aliments qui entretiennent la vie. Et puis maintenant, il faut introduire des aliments qui sont moins agressifs. Il faut cuire les sauces à feu doux, de manière à ce que les aliments soient respectés dans leur structure physiologique. Et il faut saler vraiment en fin de cuisson au moment de manger, avec des sels qui n'ont pas subi toutes les transformations industrielles. C'est dans cette démarche-là que les gens vont s'en sortir.